Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S1208 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 14 mai 2026. Cette émission vous est présentée par Sigma, fabricant indépendant d'objectifs et d'appareils photo 100% fabriqués au Japon. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec le photographe et vidéaste Elliot Aubin pour cette émission consacrée à l'épineuse question 35 ou 50 mm. Alors, finalement, quand on aborde le sujet du 35 ou du 50 mm, on tourne autour de l'idée de la focale standard associée à l'invention même du format 35 mm par un certain Oscar Barnack et de la première optique conçue pour lui, un Leitz Anastigmat 50 mm f3.5 au début des années 20. On écoute Stéphane Daniels, Global Senior Brand Représentative à Leica Camera AG, nous raconter cette histoire. Oui, les premiers objectifs pour le Leica, au début, c'était une focale fixe. C'était aussi l'objectif était fixé sur l'appareil, c'était pas interchangeable jusqu'en 1930. C'était des 50 mm en fait, et je crois c'était choisi d'avoir un agrandissement assez élevé. Et aussi, c'était choisi parce que c'est souvent on dit c'est l'impression naturelle de l'œil humain peut capturer avec les yeux sans bouger les yeux. Et donc, je pense, ça c'est une raison. L'autre raison, c'était que les objectifs, le calcul optique était plus facile de réaliser avec un 50 mm par rapport à une focale plus courte. Je crois ça c'est l'origine pourquoi on dit un 50 mm est une focale standard. Aujourd'hui, je dirais plus un 35 mm et une focale standard, et plus le 50. Donc on a choisi 28 pour la première génération de la Cacu en 2015. Tous les photographes ou tous les utilisateurs de smartphones, hein, ils ont plus l'impression ou le style de la photographie a changé plutôt vers le grand angle. Donc le choix a été fait pour 28 mm. Mais on a eu beaucoup de clients qui nous ont demandé une version du Leica Q avec une focale plus longue. Et donc, le choix était naturel de faire un 35 ou un 50. Et 35, pour nous, c'était trop proche du 28. Et 50, donc pour nous, c'était 50, c'était un peu court, un peu long en focale. Et c'est pour ça on a choisi 43 mm parce que c'est entre les deux et en même temps aussi pour le design optique, pour le calcul optique. 43, on en dit en anglais, on dit un sweet spot entre la taille réelle de l'objectif, la performance optique et l'ouverture. Donc, on est arrivé à 43 mm, ce qui par ailleurs aussi est la focale du Urleica. Ça avait de la même longueur de focale. Alors on verra en fin de discussion si finalement la conclusion à laquelle on arrive, c'est que c'est ni le 35 ni le 50, mais bien le 40 mm qui s'impose comme le compromis idéal. En tout cas, c'est le choix qu'a fait Leica sur la déclinaison Leica 43, Q43 de son compact expert full frame. Ah mais allons-y tout de suite, hein, parce qu'en fait, en réalité, bravo à Stéphane, il l'a dit, on est beaucoup à le penser. En fait, on ne peut pas vraiment parler de 35 ou 50 sans parler de 28 ou 40. Forcément, c'est lié, quoi.
Donc on va y revenir. Mais moi, j'ai commencé au 40 mm et je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit, quoi. Même Bon. si avec l'âge, peut-être, j'ai glissé. On va y aller progressivement. Bon, déjà, Elliot, est-ce que tu t'es déjà posé cette question du 35 ou du 50 mm et quelle a été ta première focale fixe? Parce que tu as triché. Tu nous as dit que tu as commencé avec un zoom sur ton D7000, mais après tu y es venu quand même à la focale Bien fixe. sûr, j'en avais vraiment envie. Et puis, je peux vous dire que j'ai vu la différence. J'ai commencé avec un 50 1.8 moi, Ok. chez Nikon du coup. Qui était souvent une focale, une ouverture très standard sur les réflexes argentiques. Beaucoup de boîtiers argentiques étaient livrés avec un 50. Bien sûr, et accessible aussi. Ouais. Un peu plus accessible que tout le à fait. 1.4. Et du coup, moi j'ai commencé avec ça. Et ça a été un peu le renouveau, enfin la découverte et surtout le début, ça a été le début de la créativité, d'une nouveauté. Et puis aussi, surtout, j'étais surpris en fait de ce qu'on pouvait faire avec ça. J'étais vraiment très surpris. Je m'y attends. Enfin, Mais à quel niveau? C'est l'ouverture ou c'est quoi? C'est le fait d'être bridé par la focale fixe? Qu'est-ce qui a le plus changé? Je dirais que ça a été l'ouverture. Le fait de voir justement cette profondeur de champ, puis d'avoir ce flou d'arrière-plan qui m'a vraiment plu dès le départ. Et du coup, j'en ai fait tellement des photos avec le 50. Je l'ai usé vraiment en 3 mois, quoi. Alors, quand on évoque ce sujet, 35 ou 50 mm, et le sujet de la focale standard par excellence, il y a naturellement un lien avec la perception que nous, on peut avoir du monde qui nous entoure avec nos yeux. Et Stéphane, il explique bien ça. C'est-à-dire que, bon, évidemment, on voit, si on se concentre de manière beaucoup plus large qu'un 50 mm, mais sur la vision humaine, on va pouvoir faire le distinguo entre ce qu'on va appeler le centre d'attention standard et ce qu'on va pouvoir ajouter autour en vision périphérique. Un 50 mm, ça a un angle de champ de 45-50 degrés. Bah, on est bien là dans cette idée de vision centrale de l'œil humain. Avec un 35, on voit plus large, naturellement. On va monter jusqu'à 63 degrés. Et là, on intègre aussi la vision périphérique. Mais comme il le précise bien, sans avoir à balayer le monde qui nous entoure avec nos yeux. Toi, comment tu la perçois, la différence de vision, d'angle de champ et puis de restitution du coup sur les images entre le 35 et le 50? Moi, ce que j'aime bien, la différence que je vois entre les deux, c'est le fait que du coup, on puisse prendre aussi plus. Il y a plus enfin, l'environnement est un peu plus grand, enfin, c'est-à-dire qu'on peut prendre plus de choses en arrière-plan. Et j'ai l'impression qu'au 50, c'est quand même un petit peu plus. Comment dire? Oui, c'est un petit peu plus compliqué d'accéder vraiment à une photo plus, je dirais, mode. Et du coup, j'aime bien le fait que je puisse rajouter du décor avec le 35. Il y a quelque chose d'un peu plus facile pour moi dans mes portraits. Plus d'éléments. Plus d'éléments, voilà, exactement. Et encore, le 35, finalement, il y a beaucoup de photographes qui vont considérer que tu commences à déformer un petit peu tes sujets, mais ça reste satisfaisant, ça reste contenu. Oui. Non, ça va encore. Parce que moi, j'ai jamais été d'accord avec ça. J'ai jamais trouvé que ça déformait. Le 20, oui. Le 20 mm, là, pour le coup, j'ai essayé. 28, Même le 28, bien sûr. Moi, j'ai plutôt essayé le 20. Mais déjà, là, j'ai vu vraiment la différence. Mais le 35, je trouve qu'il y a quand même quelque chose où je crois que j'aime peut-être bien aussi cette déformation. C'est pour ça aussi que je suis pas forcément d'accord. Oui, tu joues avec. Voilà. Ouais, le côté grand angle aussi, il peut être très intéressant. Il y a un photographe français célèbre qui s'appelle Henri Cartier-Bresson qui déclarait que pour lui, le 50 mm, c'était littéralement le prolongement de son œil et que le 35, comme tu viens de le préciser, Benjamin, avait tendance un peu, à son goût en tout cas, à tordre un petit peu la réalité. Est-ce qu'il y a des photographes dans l'histoire contemporaine ou passée dont le travail a été marqué par le choix justement d'une cohérence au 35 ou d'une cohérence au 50? Je pense à un Depardon qui a beaucoup photographié au 35, si je me trompe pas. Et quand on voit tout son travail de portrait sur les paysans, c'est un peu ce que Elliot disait, c'est-à-dire que tu arrives à saisir l'ensemble d'une scène, les ambiances, le décor, tout en te faisant oublier, parce que tu es avec une focale fixe, tout simplement, donc c'est discret. Tu es à la bonne distance.
En même temps, tu es ni trop proche ni trop loin et tu arrives à englober tous les éléments que tu souhaites incorporer dans ta composition. Après, on a des grands photographes de street, Robert Doisneau, Elliot Erwitt, hein, qui aimait photographier au ras du sol, notamment pour photographier les chiens. Il a fait des street photos incroyables du point de vue canin. Et eux aimaient bien le 50. Donc, bon, il y en a tellement. On va pas faire une émission sur l'histoire de la photo et les focales, mais ça montre bien une chose. Ça montre que une fois qu'on a adopté une focale, on finit par s'y habituer et on finit par se positionner en fonction de ses caractéristiques et de sa vision et de son intention. Puis ça peut devenir une véritable signature Voilà. personnelle. Moi, ça me fait penser un peu. Bon, on sort du cadre 35 ou 50 mm, mais le travail de JR. 28, lui, plus. Voilà, tu vois, un Alors, peu plus là, mais c'était carrément la signature de son truc, Il quoi. faudrait pas le réduire, on en a parlé il y a pas longtemps, il faudrait pas le réduire au 28, mais oui, toute sa série, qu'il a d'ailleurs intitulée 28 mm, où il photographiait des personnes de communautés à la fois juives et palestiniennes qui cohabitaient dans la Seine-Saint-Denis, des portraits comme ça au 28 mm. Alors là, à niveau des formations, c'est la fête, c'était incroyable, mais c'était assumé. C'est une œuvre qui est ultra cohérente, ultra assumée, et ça montre bien qu'une fois qu'on a adopté une focale, on peut y aller un tant soit peu. Enfin, si on adhère, on va dire, aux défauts que peut avoir une optique, on peut jouer avec, quoi. Le domaine de prédilection de ces deux objectifs, que ce soit le 35 ou le 50, c'est naturellement le reportage, la photo de rue, mais on va le voir aussi avec la pratique du portrait. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Saïm Ahmed, spécialisé comme toi, Elliot, en portrait et qui utilise aussi bien un 35 que un 50 mm. En photo, je me concentre souvent sur tout ce qui va être portraits un peu environnementaux. Alors, ça va être des portraits dans lesquels je vais cadrer énormément le décor autour de la personne. Donc, je cadre tout l'environnement autour de la personne pour un rendu un peu plus cinématographique, mais aussi pour pouvoir raconter plus d'histoires. Vu que c'est souvent jamais une photo que je fais, mais une série dans un lieu et on va bouger dans le lieu pour cadrer, en fait, avoir un peu de background en même temps avec les personnes que je shoote. Et du coup, dans ce cadre-là, le 35 mm 1.4, ça a toujours été un peu mon objectif de prédilection que j'ai toujours utilisé depuis le début de ce que je fais en photo. Mais il m'arrive parfois, surtout aujourd'hui, quand je dois aller faire des détails et cetera, ou même si je veux compresser un petit peu plus mon sujet. C'est vrai qu'à Paris, sur le terrain, quand je shoote, en tout cas en région parisienne, je vais pouvoir avoir dans les endroits un peu plus touristiques, beaucoup de monde en arrière-plan et cetera, et ça permet un petit peu de flouter pas mal le background avec le 50 mm 1.2. Donc c'est vrai que dans ces situations-là, je l'utilise beaucoup. Mais dès que j'ai pas beaucoup de monde et que je peux avoir un arrière-plan très clean, je vais partir plutôt sur un 35 mm, ce qui me laisse un peu plus d'espace, voilà, et pour pouvoir centrer mon sujet ou vraiment prendre beaucoup de recul. Mais les 2 objectifs étant très lumineux, ça me permet aussi de les utiliser dans différents environnements, même de nuit, sans forcément utiliser de flash. On peut descendre, enfin, on peut ouvrir au maximum pour pouvoir récupérer toute la lumière que je veux. Donc c'est assez pratique, donc j'utilise vraiment dans toutes les situations. Vous vous connaissez, Elliot, avec Saïm, et puis tu as un peu participé au fait qu'il se lance, c'est ça? Effectivement, on s'est rencontrés au salon de la photo il y a presque 10 ans maintenant, je dirais, peut-être 9 ans, à peu près. Et c'est vrai qu'en fait, il m'avait montré son travail et j'avais été hyper étonné de voir qu'en fait, il soit juste, entre guillemets, un amateur dans le milieu, parce qu'il faisait d'autres études à côté. Et c'est vrai que je lui ai dit: «Mais en fait, fonce parce que il y a quelque chose, quoi». Après voilà, je l'ai dit avec beaucoup d'humilité, mais c'est que sur le coup, je pense que comme lui, il me suivait depuis un moment, il s'est dit, «Bon, ce photographe m'a dit que j'avais effectivement peut-être quelque chose», alors il s'est lancé et j'ai trouvé ça super de le voir, à fond après, et de le retrouver aussi sur d'autres, événements et de le croiser dans mon parcours de photographe. Alors, comme lui, tu peux avoir l'habitude de travailler au choix entre avec pardon, un 35 mm ou un 50 mm. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que tu construis ton image avec un 35 mm et comment est-ce que tu la construis
avec un 50? C'est une très bonne question. Va falloir que je fasse un travail d'introspection parce que même moi, je ne sais pas tout. Mais déjà, j'ai toujours les 2 objectifs dans mon sac à dos de À photo. quoi que tu fasses, c'est-à-dire Toujours. que ce soit de la Ouais, mode, de la ouais. danse, ok. Toujours besoin de les avoir. En fait, Et ça me lequel est rassure. monté par défaut sur ton boîtier? Ça change, ça varie, mais je dirais peut-être le 35. Voilà. Ça a été le 50 pendant un long moment et maintenant c'est quand même le 35 parce que c'est mon petit favori. Voilà, je le dis d'avance. Mais non, je pense que le 35, comme je disais tout à l'heure, ils m'aident vraiment à, enfin comme le disait Saïm aussi, à avoir cette possibilité d'avoir beaucoup plus de décors. On en parlait tout à l'heure aussi avec Benjamin, mais c'est ce que j'aime aussi dans le 35, ça me permet de faire beaucoup plus de choses, d'avoir un côté un peu plus spontané aussi. Je sais pas, il y a quelque chose que j'aime beaucoup. Alors que le 50, j'avoue que Hem, je me sens un peu plus restreint de temps en temps quand je dois faire des portraits ou même des photos duo, par exemple, pour des couples. Quand je photographie des duos ou des couples, j'aime bien aussi, prendre du recul, avoir ce côté un peu grand angle pour les avoir eux aussi, dans leur entièreté. Je peux aussi le faire avec le 50 bien évidemment et j'arrive toujours à le faire. Mais, je dirais que le 35 me donne, une plus large possibilité sur, Hem, enfin une polyvalence qui est plus intéressante, parfois dans mes séances, si j'ai envie d'utiliser qu'un seul objectif. Oui, par rapport peut-être à la distance aussi que tu vas avoir. Parce que finalement, c'est ça le plus important, c'est jusqu'où tu vas aller. Est-ce que tu vas des fois un peu au corps à corps et donc tu vas être content d'avoir un angle de champ un peu plus large et pour incorporer plus de choses, faire des choses serrées. C'est que le 50 peut être un peu restrictif à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que parfois aussi commencer au 50 une séance, quand quelqu'un par exemple n'est pas forcément très à l'aise, Oui, ça permet de tu restes prendre de un la peu, distance. Ouais. tu prends du recul. Parce que c'est vrai que c'est assez étonnant, le 35, on est quand même très proche, des personnes, des sujets qu'on photographie et ça peut être un petit peu plus déroutant, pour la personne qui n'a encore jamais fait de photo. Donc je peux aussi faire en fonction de ça, j'avoue. Même le 85, ça c'est génial. On en parlera plus tard du coup, mais ça c'est quelque chose qui m'a permis aussi de prendre, plus de distance. Bah, c'est ça, parce que bon, l'optique à portrait un peu référence dans l'inconscient collectif, c'est le 85. Hmm. Bon, toi, tu travailles au 50, tu travailles au 35. Est-ce que tu penses que, comme l'a évoqué Stéphane et le choix qu'a fait Leica à l'époque sur le premier Q, d'opter pour du 28 mm à cause de l'habitude de la photographie au smartphone et de l'habitude de cadrer, de voir la vie, d'immortaliser ses souvenirs avec un grand angle. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode, en fait, à réaliser du portrait avec des focales un peu plus larges qu'un très conventionnel 85 mm? C'est une très bonne question. Peut-être qu'il y a un effet de mode. Moi, je pense que ce qui me fait, me tourner vers ce genre d'objectif, c'est que j'ai envie de me déplacer quand je photographie. J'ai envie de bouger, j'ai envie de, mmh, de vraiment faire ma photo, comme, moi je le ressens, prendre la place que j'ai envie de prendre. Parce que c'est vrai que le fait que ça soit un objectif fixe, on n'a pas le choix de bouger. On zoome avec les pieds. Voilà, exactement. J'avais jamais entendu ça. Ah C'est bah, pas mal. c'est normal, c'est une expression de boomer. C'est pas mal. Ah Ah bah, Non, mais c'est on la vrai. connaît, nous. En tant que vidéaste, je peux vous dire que je suis vraiment sur mes appuis tout le temps, donc Ouais. c'est un peu ça. Et je sais plus où j'en étais. Voilà, mais c'est ce que j'aime, je crois, le fait de me déplacer moi. J'ai l'impression d'être encore plus dans la création de ma photo, d'aller jusqu'au bout de quelque chose. Voilà, c'est très personnel hein, comme ressenti, mais c'est ça. Et Est-ce que le volume peut jouer, le poids? Parce que bon, le 85, c'est une très belle optique. Enfin, il y a des 85 1.4, 1.8, il y a même un 85 1.2 qui est en développement chez Sigma, qui va sortir à la rentrée. Ça peut jouer aussi dans le choix, parce que parfois on aime faire corps avec l'appareil et se sentir léger, pas être trop bridé par justement un déséquilibre. c'est vrai que ça joue parce que moi j'ai un boîtier quand même assez léger. Le Sony A7 IV, il est pas si lourd que ça. Et j'aime bien avoir aussi un objectif léger pour même, par exemple, quand on est en reportage mariage. Voilà, le 85 est intéressant, mais parfois il est un petit peu lourd aussi. Puis quand Et on est. intimidant. Tu le vois, Oui. bon, prime abord, si tu connais pas, tu dis, oh, Mais comme ça vaut le coup, parfois on se fait les barres avec, quoi. Bon, tu réalises souvent du portrait posé, mais voilà, à main levée, un peu sur le vif. Il y a la question avec ces objectifs et du coup ce matériel très moderne de la réactivité de l'autofocus, de sa précision. Qu'est-ce que tu attends, toi, finalement, en termes de performance de ta focale fixe sur ce point?
Ou est-ce que tu fais confiance à la détection de l'œil qui, par exemple, va être diabolique sur un A7 IV? Franchement, je fais confiance à ça. Ouais, j'aime bien le Parce que ça côté, marche super bien. Enfin, ouais, j'aime bien le côté automatique parce que moi, je fais pas mal de photos quand même assez spontanées. J'aime bien aussi le fait de pas faire, de faire poser un petit peu, mais aussi de prendre des moments où justement la personne va arrêter de poser. Donc je pense que c'est nécessaire pour moi, le côté automatique, de la alors, mise tu au reviens point. dans 2 semaines ou 3, on va faire une émission sur l'instant décisif. Donc, Et bah, voilà. parfait. Ouais. J'aime bien, ouais, j'aime bien capter vraiment, l'essence de enfin la personnalité de quelqu'un à un moment où elle s'attend pas forcément. Donc du coup, je pense que, j'ai pas le temps de faire vraiment poser les gens justement quand je veux ce résultat-là. Et c'est vrai que dans la danse, c'est très particulier. La danse, c'est vraiment beaucoup de mouvements, c'est, capter, encore une fois, le moment précis. Et donc pour ça, il me faut quand même, une mise au point et un détail sur, l'œil, comme on disait tout à l'heure, la mise au point sur l'œil qui est que du coup j'ai découvert dernièrement qui moi me fascine et me fait du bien du coup. Et tu le fais même aux plus grandes ouvertures parce qu'on va rappeler, tu vas nous préciser surtout que tu as un 35 et un 50 tout le temps dans ton sac, mais tu vas nous préciser les ouvertures. Tu travailles pas mal à grande ouverture. Moi, ma règle d'or, c'est d'être, au plus bas des ISO et d'avoir justement ce 1,4 C'est si bien. je peux. Voilà. Un 4, ah oui, donc ça. Ouais, j'essaye. Au Ok. maximum 1,4, sinon c'est 1,8 ou 2,2. Voilà. Oui, donc là, mais il faut être précis. D'où l'importance d'un autofocus précis. Si tu fais Ouais, l'autofocus sur c'est l'œil, ça. ces ouvertures-là. 1,4 au maximum. Parce que c'est ça un peu, quand on commence à mettre l'orteil dans le royaume des focales fixes, on accède à ces très grandes ouvertures qui sont assez limitées dans le domaine du zoom ou totalement inabordables en termes de prix. En gros, sur les focales fixes, on va pouvoir trouver des modèles qui ouvrent à 1,8 ou à 2, des modèles qui vont ouvrir à 1,4 et des modèles encore plus lumineux qui vont ouvrir jusqu'à 1,2 et notamment sur ces deux focales, les 35 et les 50 mm qu'on essaye d'explorer un petit peu aujourd'hui. Qu'est-ce qui te hype plus, toi, dans cette idée des ultra grandes ouvertures? Est-ce que c'est les effets de bokeh et de profondeur de champ? Est-ce que c'est la polyvalence que ça va te donner pour travailler dans n'importe quelle condition de lumière à main levée sans te poser la moindre question? Je pense que le flou d'arrière-plan, du coup, moi, me plaît beaucoup depuis que je suis jeune aussi. J'adore travailler avec ce bokeh justement en arrière-plan qui est, je trouve, magique. Et il y a aussi, je trouve qu'on gagne aussi en qualité parce que quand, par exemple, on est dans en soirée, que par exemple, il y a de moins en moins de lumière aussi, ça nous permet de descendre, enfin, moi, ça me permet de descendre au plus bas. Et j'ai l'impression que, du coup, même mes ISO restent, du coup, à un niveau pas trop élevé et ça me permet vraiment de gagner en qualité et de justement d'éviter au maximum le grain, alors que c'est très contradictoire parce que j'adore mettre du grain sur mes photos après. Donc je ne sais pas, je pense qu'il y a quelque chose qui est très, je suis accroché au fait d'être, bas en ISO, bas pardon, excusez-moi, dans mon ouverture, heu, parce que je trouve que la qualité est toujours meilleure. Et tu vas être sensible au rendu du bokeh de ton optique, ça tu le regardes aussi quand tu choisis un objectif ou par exemple tu as testé le 24-70 f2, enfin deuxième version chez Sigma, le 35 1.2, deuxième version aussi. Est-ce que Oui. tu regardes ça de près ou c'est vraiment le bokeh, enfin il faut que ce soit flou et ça suffit? Mmh. J'avoue que je suis pas non plus, que là-dessus, mais j'aime bien le fait que le sujet se détache un peu aussi du fond, je pense. J'aime bien aussi mettre en valeur un sujet et que derrière on comprenne un petit peu, où on est, dans quel environnement on se trouve. Mais j'aime bien focaliser sur un regard moi, c'est hyper important. Donc c'est nécessaire quand même d'avoir, un détachement, entre l'arrière-plan et le modèle. C'est ce que je préfère en tout cas dans la photo portrait. Et visuellement, tu arrives à déceler des nuances entre, pour une même focale, hein, 35 ou 50 comme tu veux, entre une image qui est faite à 1,2, une image qui est faite à 1,4 ou une image qui est faite à 1,8. C'est obvious pour toi ou pas? Pas du tout. Franchement, ça m'arrive d'aller jusqu'à 4, allez. Mais ça dépend en fait ce que je veux faire aussi, je pense. Là, je parle vraiment de portrait pur, et dur, vraiment le portrait avec une seule personne. Après, ça m'arrive, quand il y a un groupe à photographier, effectivement, j'ai très peur par contre des, problèmes de mise au point et donc là, je vais passer sur, quelque chose de plus large, pour éviter justement ce problème-là. Mais là, je parle vraiment uniquement de, comme je disais tout à l'heure, de focaliser sur, un modèle et du coup de me concentrer vraiment sur son intention, son expression et c'est ça que je regarde, je pense, en premier. Donc plus je vais être en bas en ouverture,
plus je vais avoir ce que j'aimerais, je pense, même en photo de rue, hein. En photo Mmh. de rue, quand j'ai testé le 24-70 de chez Sigma, justement, ça m'a perturbé le 2.8 parce que j'arrivais pas à descendre plus bas, j'ai pas compris. Hmm. Mais, mais finalement, j'ai trouvé ça pas mal aussi parce qu'on est quand même assez bas malgré tout. 2.8, c'est quand même pas mal, surtout pour cette focale-là. Et t'es tenté par des zooms type, il y a des 28-70 f2 qui existent. Bon, chez Sony, il y en a chez Canon. Chez Sigma, il y a un 18-45 1.8 plein format, donc 1.8 constant sur toute la plage de focale. T'as pas essayé ce genre d'objectif? Pas encore, mais le 24-70, j'utilise de plus en plus. Et je pense que je commence à y venir, même notamment avec la photo de rue, comme je le disais, j'aime beaucoup ça, de plus en plus. Et je crois que j'apprécie aussi le fait de me faire un peu discret, de zoomer, d'apprendre aussi à zoomer, parce que c'est ce que j'ai eu comme premier objectif. Enfin, j'avais pas exactement celui-là, mais j'ai appris à zoomer Eh directement. oui, ouais. Mais la focale fixe m'a tellement plu que j'avais du mal à m'en détacher, et je voyais que par ça. Donc là, ça y est, je m'ouvre un petit peu, enfin. Ouais, parce que parfois le zoom, le danger, c'est que tu as trop de choix, donc tu fais pas de choix en fait. Exactement, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'aime bien moi créer mon image avec juste, cette focale fixe et en fait, ne pas avoir trop de choix et de tenter des choses, à ma façon. Et du coup, selon toi, ce serait quoi la meilleure focale fixe à recommander pour quelqu'un qui souhaite se lancer dans la photo à la focale fixe, quoi? Plutôt un 35, plutôt un 50 et à quelle ouverture? Alors moi je dirais 50-4 parce Tu commences confort, ouais. Ah, c'est pas mal. En fait aujourd'hui, oui, elle est encore moi j'ai commencé avec le 50-8 donc je pourrais dire ça, mais je trouve que le 50-4 est très bien et peut-être que c'est quand même plus simple pour commencer que le 35. Le 35 c'est particulier, je pense qu'on peut vite être un peu perdu quand même. Ah oui, alors que toi, Heu, tu es aujourd'hui plus confort avec le 35. Mais oui. ça t'a pris du temps, c'est ça que tu veux dire? Je dirais que oui, ça m'a un peu surpris aussi au départ, parce que j'ai fait tellement de 50, Ah oui. que j'ai vu un peu la différence aussi et c'est plus compliqué de créer des images au départ avec ça. On peut nous perdre et j'en ai parlé beaucoup avec beaucoup de collègues et qui m'ont dit un peu la même chose et après j'ai tellement aimé que voilà, j'ai appris aussi à faire avec. Mais le 50 peut-être est plus confortable pour commencer et c'est un peu comme on disait, notre vision finalement et c'est ce que j'ai ressenti aussi, en photographiant. J'aimais beaucoup ça. Mmh. Ouais, c'est marrant, c'est comme le glissement du 35 au 28, ça peut surprendre aussi, quoi. Parce qu'avec le Ah oui. 28, Mmh. on capte vraiment beaucoup plus. Et on met un certain temps à s'y habituer. Est-ce qu'on commence pas par glisser du 50 au 35, puis du 35 au 28, puis du 28 au 24? Absolument pas. On, on commence au 40, Et on reste au 40. on reste au 40. Parce que finalement, c'est merveilleux, le monde du 40 mm. Bon, Fin de l'émission. on va s'intéresser maintenant à une sélection d'optiques, de modèles dans ces familles de focales fixes, les 35 et les 50 mm, pour les principales montures du marché, puisque nous avons des auditeurs qui travaillent avec toutes sortes d'appareils. L'opticien japonais Sigma dispose dans son catalogue d'un panel complet de ce genre d'objectifs décliné en full frame sur la monture Sony E et L-mount. On écoute Foucault Prové nous en dire un mot. Donc pour résumer, sur du 35 ou du 50, chez Sigma, vous aurez le choix entre, pour partir de l'ouverture la moins grande, de f2. Alors ça va être, les gammes Contemporary dans la ligne I-Series. Une très belle finition tout en aluminium et des optiques, qui ne cherchent pas forcément, à être ultra piquées, mais qui cherchent à avoir un petit peu de caractère avec un énorme travail sur le flou d'arrière-plan et également le flou d'avant-plan, chose qu'on a découverte en discutant avec nos ingénieurs japonais sur le développement de ces produits. Ensuite, on va avoir la gamme f1.4, que j'ai envie d'appeler légendaire chez Sigma, puisque le 35-1.4 est la première des focales fixes de la ligne AR en 2012, qui a été renouvelée une première fois en hybride il y a quelques années, et dont on vient d'annoncer il y a à peine plus d'un mois la version 2, qui là apparemment, d'après les retours des testeurs, serait la meilleure focale fixe 35 mm f1.4 du marché. Et puis enfin, on a du f1.2 également. Alors sur le 35, c'est la deuxième génération en hybride, qu'on propose. On avait proposé une première version, en 2019 si ma mémoire est bonne. Mais qui à l'époque, avec les technologies, qui étaient à notre disposition et puis d'avoir le premier 35-1.2 pardon, de l'histoire, l'avait rendu un petit peu volumineux et un petit
peu lourd. On est venu avec une nouvelle version 35-1.2 qu'on a annoncée en septembre dernier, qui est extrêmement compacte, extrêmement légère. Et puis vous avez également bien sûr le 50-1.2 qui existe déjà depuis 1 an ou 2. Alors, bien entendu, il y aura des petites différences de tarifs, selon l'ouverture choisie. Encore une fois, c'est pas une question de gamme, c'est une question principalement de matériaux, de quantité de verre et de verre très spécifiques pour obtenir une optique à f1.2. Il faut beaucoup de verre très spécifiques avec des grands diamètres de lentilles et ça fait monter le prix. Donc, pour les f2 35 et 50, on va se situer aux alentours des, entre 650 et 750 €. Pour du f1.4 sur ces focales-là, on va se situer aux alentours des 1 000 € et pour du f1.2, on va se situer aux alentours des 1 500 €. Contrairement à ce à quoi on aurait pu s'attendre, en fait, quand on est passé du réflexe à l'hybride, les F1.4 étaient, de toute façon les seuls que nous avions, dans le catalogue, mais beaucoup de voix se sont élevées pour demander des optiques plus compactes, plus légères. C'est ce qu'on a fait en proposant la gamme, la ligne iSeries, qui sont des optiques qui ouvrent à f2 pour la plupart et puis même, 2.8 ou 3.5 pour des optiques qu'on a voulu très, 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 très compactes. Mais ça ne s'est pas forcément retrouvé dans les ventes. Alors ça se vend, mais on se rend compte que le f1.4 fait encore rêver beaucoup de monde, que ça reste la référence, et que donc c'est le produit le plus vendu et qui rencontre le plus de succès. La ligne en f1.2, rencontre aussi sa clientèle, mais c'est des produits qui sont un petit peu plus lourds, un petit peu plus encombrants et avec un tarif un petit peu plus élevé, donc ça reste un petit peu plus élitiste. Pour les possesseurs de boîtiers APS-C, on a une offre tout à fait équivalente à du 35 ou du 50. Donc l'équivalent du 35, ce sera le 23 mm f1.4, qui lui va être disponible en monture Sony E, Canon RF et Fujifilm X. Et pour le 50, alors on va pas tout à fait être un 50, on a un 30 mm f1.4 également. Donc là, on va plus s'approcher de 45 mm pour du Fuji. Et puis on va pas être loin du 50 aussi pour un Canon, puisque le coef est de 1.6. Et ces deux produits-là, alors le 30 est un petit peu plus ancien, mais continue à très très bien se vendre, parce qu'en termes de qualité, il y a pas forcément beaucoup mieux sur le marché. Et puis le 23 mm qui est plus récent et qui trouve son public aussi. Bon, la gamme Sigma, elle est quand même ultra complète. Moi, personnellement, je suis, comme toi, je pense, Benjamin, ultra fan des iSeries avec un rapport dimension, poids, design, prise en main, kiff et prix ultra intéressant. Le seul défaut qu'on peut trouver à ces magnifiques optiques full frame de Sigma, bah, c'est qu'elles ne soient pas déclinées en monture Nikon Z ou Canon RF. Mais bon, ça, Ça, c'est pas de leur fait. c'est pas de leur fait, quoi. Non, tout à fait, et c'est vrai. Alors parmi ces iSeries, donc on en a beaucoup parlé, construites en métal, avec des capuchons assez originaux, aimantés. Enfin, bref, franchement, c'est des très très beaux objets. Il y a un modèle, moi, que j'aime particulièrement aussi, qui sort un tout petit peu du champ dont on a parlé, comme le 28, c'est le 65 mm f2. Et le 65, c'est pareil, c'est original. C'est effectivement entre le 85 et le 50, mais pour le portrait, distance minimale de mise au point très réduite, ouverture f2. J'invite les auditeurs à l'essayer sur le salon de la photo ou en magasin. C'est vraiment une focale intéressante qui pourra parler à beaucoup, contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce qu'on parle finalement beaucoup du 35 et du 50 à juste titre. Mais il y a des intervalles qui peuvent être intéressants. Bon. Benjamin, est-ce que tu peux nous guider dans des alternatives chez d'autres constructeurs, dans d'autres montures, et peut-être à commencer par la monture Canon RF? Oui, bah, il y en a des tonnes, hein, des alternatives en réalité, parce que maintenant, toutes les gammes hybrides sont relativement mûres. Je vais donner peut-être un coup de cœur chez Canon en 35 mm. Il y a le 35 mm f1.8 macro qui est très très polyvalente, hein, puisque Stabilisé en plus, tout c'est à fait, très rare hein, pour un 35. absolument. Et puis justement, ça fait la double stabilisation avec les boîtiers Canon qui le sont aussi. Et puis, comme le nom l'indique, c'est macro, donc distance minimale de mise au point très très réduite. C'est vachement bien. Et puis, il y a le fabuleux Canon 50 mm f1.2 sériel qui est encore meilleur optiquement que le 50 mm f1.2 qui existait en version EF pour les réflexes. Et là, au centre, ça pique dès la pleine ouverture et c'est merveilleuse optique, quoi.
et en monture Sony, mais chez Sony. Oui, alors en monture Sony, chez Sony, bah, il y a du choix. Alors, je repense à Bertrand Bernager, qu'on a souvent entendu à ses micros et qui, comme toi, Elliot, aime beaucoup le 50 mm f1.4 G Master, alors qu'il existe également un f1.2, mais qui est plus volumineux. Comme l'a précisé Foucault, c'est des optiques beaucoup plus lourdes aussi. Et sinon, chez Sony, alors on en parlera plus tard, mais moi, c'est le 40 f2.5 que j'aime. Là, il faudrait mettre un buzzer, tu vois. Et non, on n'est pas dans le thème. Donc, je reste dans le C'est la 35. mais- conclusion de l'émission, Benjamin. Tu prends un tout petit peu voilà, d'avance. voilà. Oui, mais je l'aime beaucoup, celui-là. Mais le 35 mm f1.4 G Master reste incontournable, tout comme le 24 f1.4 aussi. C'est vraiment des petits bijoux. Chez Nikon, c'est le bordel parce que Oui, il y a je sais ce que tu vas il y a dire. les focales fixes en série S, donc professionnelles, Ouais. très chères mais merveilleuses, qui ouvrent à 1.8 et des modèles plus accessibles, plus entrée de gamme qui ouvrent à 1.4. Ouais, c'est assez paradoxal, hein. C'est très paradoxal. Et moi, je vais du coup plutôt aller vers les 1.8 série S, un peu plus encombrante, mais de meilleure qualité, paradoxalement, au modèle 1.4. Qui sont un tout petit peu plus compacts, mais moins bien construits aussi. Et ça compte selon le type de photo qu'on va faire, si on veut aller braver des intempéries ou autre. Le 35 mm f1.8 série S, c'est une petite tuerie, il est fantastique. Et sinon, du côté des 50, ben, moi j'irais vers une optique macro, là encore. C'est une optique f2.8 MC, donc gens qui veulent faire de la photo culinaire, qui veulent faire du portrait, qui veulent faire... Avec un 50, on peut faire beaucoup de choses en réalité. Moi j'irais là-dessus. Et Elliot, toi qui es fan de bokeh et de profondeur de champ, Ah, alors là. sache que chez Nikon, il y a une optique un peu hors concours, hors catégorie, hors piste, piste noire. Non, c'est pas vrai, c'était à environ 8 000 euros, je crois. Alors oui, alors, Je veux rien savoir. il y a la thune, mais il y a l'usage aussi. Et si tu aimes la mise au point manuel, Voilà, c'est ça. Il y a un tout va bien. 58 mm, donc un chouïa plus long que ce qu'on est en train d'évoquer au cours de cette discussion, mais qui a la particularité d'ouvrir à 0,95. Donc là, en termes de bokeh, on est... Je on l'ai est testé au sur mini des du cols mini. alpins. Il faut déjà la transporter là-haut de nuit. C'est fabuleux. C'est extraordinaire. Beaucoup de poésie, beaucoup de photos floues. Mais c'est très beau. La mise au point se fait sur les cils. Et du coup, Ah après, il n'y a rien qui est fait. même pas les cils, quoi. Enfin, Et puis le nez est flou. Ouais, c'est ça, c'est à peu près Exactement. ça. Ouais. Non, mais par contre, en cinéma, Oui, par contre, ouais. en cinéma, ça peut faire vraiment des choses. Bon, il faut être ouvert d'esprit, quoi. C'est ça. Mais c'est magnifique. Un objet extraordinaire. Dans le royaume de l'APS-C, bah, Sigma a des choses, évidemment. Elle a pour le coup décliné dans quasiment toutes les montures. Est-ce que les fugistes en natif ont des choses aussi intéressantes à considérer? Mais bien sûr, ils en ont beaucoup. Autant les amateurs Sigma ont les I-Series et autant les Fujistes vont avoir les fameuses optiques fixes, souvent siglées RWR. Donc R pour ring, ça veut dire qu'il y a une bague de diaph, et WR pour la résistance aux intempéries. C'est hyper bien construit, optiquement c'est redoutable. Et là je citerai oui le 23 mm f2 qui est très très bien, voilà. Ma foi, qui est le bon compromis, parce que le 23 1.4 il est superbe aussi, très apprécié, mais déjà beaucoup plus lourd et encombrant. Et du côté de l'équivalent 50 mm, donc on sera sur un 35, hein, il faut suivre, fois 1.5. Et là, le 35 f1.4 R est très très bien. Voilà. Donc, mais on sent que chez Fuji, voilà, la gamme elle est mature. En XF, ils ont tout ce qu'il faut et c'est génial, quoi. On n'a pas parlé du micro 4 tiers. Petite parenthèse, mais micro 4 tiers, il y a largement de quoi faire aussi. Il faut juste multiplier par 2 les focales, mais il y a un choix qui est très vaste à la fois chez Lumix ou chez OM System. Voilà, il n'y en a pas que pour la PSC et le plein format. Et enfin, au-delà de ces objectifs un peu incontournables, natifs pour la plupart, on peut aussi se tourner vers des alternatives plus hors des sentiers battus, des modèles par exemple proposés par des constructeurs, des opticiens chinois avec ou sans autofocus. On vous propose d'écouter le témoignage d'Alexandre Canguilhem de Camara Brive nous faire ses recommandations. Et c'est vrai on a toujours plein de dilemmes, se dire est-ce que je prends tout de suite quelque chose qui coûte très cher
et au moins j'aurai la qualité à 100%? Est-ce que je vois plutôt mon budget à la baisse et je récupère une petite optique qui va bien aller optiquement parlant, mais par contre j'aurai pas tout ce qui est électronique, autofocus, tout ça, tout ça. Donc c'est vrai que c'est un peu un choix cornélien, souvent là, cette décision-là quand on débute en optique fixe. C'est vrai qu'il existe des grandes marques donc natives, hein, Nikon, Sony, Canon, Pana, Fuji, tout ça et Sigma dans le lot parce que, à l'heure actuelle, je pense que c'est vraiment la marque, 100 optique qui marche le mieux sur le marché de la photo. Mais après, c'est vrai qu'il faut considérer toutes les marques comme, Samyang, Tamron, Sirui, 7 Artisan, TT Artisan, Viltrox. Ça reste des superbes alternatives à des rapports qualité-prix, souvent imbattables. J'aurais tendance à dire que, des marques, vraiment pas chères, donc des 35-50 millimètres à 200-300 € chez 7 Artisan ou TT Artisan. Alors c'est vrai, on enlève le côté, autofocus, électronique, tout ça. C'est aussi pour ça d'ailleurs que le budget est minime, hein, parce qu'il y a pas tout l'électronique et tout l'autofocus qui est à l'intérieur, donc ça réduit vachement les coûts de construction. Donc ils ont des coûts de vente, des prix de vente qui sont quand même bien plus attractifs que les marques natives. On va pas se mentir, hein, c'est pas ça sera jamais au niveau de la série L ou au niveau de la série GM, par exemple, chez Sony ou même la série S chez Nikon, mais on est sur des choses qui se rapprochent beaucoup de la qualité d'image et du piqué, en fait, qu'on peut avoir avec ces optiques-là. Après, on aura toujours cette petite problématique où les marques, brident un peu les boîtiers avec les optiques, en fait, de marques tierces, ce qui est logique, hein. Ils sont obligés de se protéger aussi par rapport à cette concurrence qui est de plus en plus, j'aurais envie de dire ravageuse parce que c'est vrai que, des gens qui ont un budget, global pour s'équiper, ils auraient tendance plutôt à prendre un très bon boîtier et prendre 2 ou 3 optiques de marques tierces, plutôt que de prendre, par exemple, un boîtier, haut de gamme chez Canon, Sony ou Nikon, pour ne parler que de ces 3 marques et une seule optique, voire une optique, et demie. Voilà, donc souvent, quand on s'équipe, de zéro, on a tendance à privilégier aussi le coût, hein, des optiques et on va pas se mentir, les marques natives, ont des objectifs qui sont quand même, vachement haut placés au niveau des tarifs. Donc c'est vrai qu'il faut considérer ces marques-là maintenant, et vraiment regarder, de très près en fait, tout ce qu'ils font parce que ça peut valoir le coup. Un rapport, qualité-prix, c'est pour moi des marques qui se deviennent, quasiment imbattables. Maintenant, 35 ou 50 millimètres pour revenir à cette question, malheureusement, ça va être le choix de tout à chacun, hein. Ça on peut pas décider pour les gens. La meilleure façon de choisir, à mon avis, c'est de passer dans les boutiques, spécialisées matériel photo et de pouvoir faire des tests sur ces focales-là et donc du coup, son propre avis. C'est la meilleure, décision possible et ça permettra de faire le meilleur choix possible en fonction du type de photo qu'on fait. Voilà. Elliot, donc toi, tu es utilisateur 35-1.4, 50-1.4, série Art de chez Sigma. Est-ce qu'il y a d'autres optiques, que ce soit chez Sigma ou ailleurs, d'autres constructeurs, et puis pourquoi pas des constructeurs un peu plus exotiques qui te feraient de l'œil? Alors peut-être pas forcément pour un usage quotidien ou régulier, mais sur certaines choses, il y a des optiques un peu à effet qui respectent ce type de focale et qui permettent de faire des images qui ne ressemblent à aucune autre. Alors les optiques à effet, je m'en renseigne très peu là-dessus. J'avoue que je regarde pas trop ce qui se fait à ce niveau-là. Par contre, moi je pense que ce que j'ai envie, c'est d'avoir un 24-70 1.2. Je sais pas si ça existe. Non, pas encore. Non, bah là, Voilà. t'es un peu exigeant. Il y a déjà un 28-105 2.8 qui existe. Ok. C'est magnifique. Ah, tu y vas fort. Ah, Ouais. sauf si t'es prêt à le porter. Parce qu'après, ça va être ça le problème. Oui. Je vais au sport pour ça aussi. Euh, Déjà, je pense que je suis très content de connaître les 35 et 50 et comme je suis quelqu'un, en vrai, d'assez simple et que j'ai pas forcément besoin d'avoir, beaucoup d'optiques, dans mon sac, déjà rien que descendre en ouverture, par exemple, que ça soit chez Sony ou Sigma, d'avoir un 50 millimètres 1.2, pourquoi pas? Alors ça me fait un peu peur parce qu'effectivement j'ai peur de le préférer, donc j'y vais pas trop vite, mais déjà ça me ferait peut-être aussi ça me créerait peut-être un changement aussi dans mon travail.
J'ai pas forcément d'autres objectifs qui me tentent parce que je pense que je m'y intéresse pas trop en ce moment et que j'aime bien rester sur ce que j'aime moi en ce moment. Voilà. Bon. Alors, si tu veux un conseil d'un vieux sage, Ouais. Oh, c'est toi le vieux sage? bah bien sûr, à cette table enfin. Père N'e- Castor! N'essaye pas le 51-2. Voilà. Ah. Moi, je l'ai fait, je l'ai acquis en monturel, et depuis, j'en suis totalement accro. Ok. Je photographie en famille beaucoup, tu vois, mais c'est une optique qui est merveilleuse, et qui est encombrante, c'est vrai. Il faut s'y faire, surtout avec le pare-soleil. Hmm. Mais optiquement, la petite bague de diaph qui va bien, non, j'avoue. Attention Ok, porte-monnaie. je prends note, mais ça va être difficile de pas craquer un jour ou l'autre. Bon, Benjamin, c'est le moment. Si on souhaite le compromis idéal entre le 35 et le 50 et qu'on veut aller sur ce fameux 40 mm, quelles sont les options qui s'offrent à nos auditeurs en fonction de leur boîtier? Bon, on peut acheter un Leica Q43, ma foi, si on Alors, en a les moyens. Calmons-nous un petit peu. Mais, mais si on veut se détendre, Lumix vient de sortir un 40 f2 il y a 2 semaines, je crois. Nikon propose la même chose en plein format. Il y a donc le 40 mm f2,5 G chez Sony que j'ai cité tout à l'heure, qui est vraiment très sympa, notamment sur les A7C, qui sont des boîtiers un petit peu plus compacts, typés photo de rue chez eux. Et puis sinon, les petits chouchous chez Voigtlander, moi il y en avait un du temps des réflexes que j'adorais, un 40 mm f2, et ils ont sorti un 40 mm f1.2 Nocton, ça c'est superbe. Et puis on a les constructeurs un petit peu plus exotiques comme TT Artisan, mais qui commencent à sortir des trucs assez éprouvés, ma foi, convaincants. Ils ont un 40 mm f2.8 macro, Viltrox a un 40 mm f2.5 également, qui sont très bons. Et puis pour finir, on peut citer Sigma qui avait amorcé presque ses iSeries. Je crois que c'était le premier modèle. C'était un 45 mm f2.8 qui pas forcément. Enfin, c'est pas qu'il n'a pas une bonne réputation. Il est peut-être passé un peu sous les radars, mais qui reste une optique tout à fait valable. Et pour se faire, tiens, à la focale fixe, avec une première focale fixe, ça peut être pas mal. Et pour ne pas oublier les canonistes dans cette sélection, Canon a lancé à la surprise générale, il y a quelques mois maintenant, un 45 mm Et ultra tout à fait. lumineux Et tu as bien raison. f1.2 sous la barre symbolique des 500 €. Et qui n'est pas sériel, du coup, évidemment, à ce tarif-là. Mais enfin, c'est vrai que ça mérite d'être souligné. Salut, et tu as bien raison. Merci Elliot et merci Benjamin.